Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e, malheureusement la dernière de cette 9e saison. De ton côté, Jean-Sébastien, un joueur recru du Canada sur le circuit PGA Tour. Oui, j'ai rencontré Michael Gligic. C'est pas toujours glorieux, la route vers le circuit PGA Tour. Il l'a appris à ses dépens, il a été têtu et finalement, il profite d'une première saison sur le grand circuit. À la leçon, on parle souvent du tempo. On oublie souvent qu'il y a un tempo à respecter sur les verts. Russell nous en parle. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf. Pour un nouvel élan. Et au 19e.ca, la référence web du golf au Québec. En compagnie de Michael Gligic qui a obtenu sa carte sur le circuit PGA Tour cette année grâce à une victoire en 2019 sur le circuit Korn Ferry, le circuit satellite qui donne accès évidemment au circuit PGA Tour. Michael, you won in Panama early on last year, which pretty much boost your confidence for the rest of the season. Let's go back that week in Panama. What was it like? Yeah, it was pretty surreal to get my card and win the fourth event of the season. It really set up the rest of the year, and I was going into the season, I guess I only had 8 guaranteed starts after finishing 10th to 40th at Q School. So with uncertainty in my future and how many events I'd really get, it was nice to get off to a really good start, and then week number 4 get a win and be able to plan my schedule and really make my focus now on let's do everything we can to make sure we're in the top 25 at the end of the season. Avant de terminer 17e au classement final du circuit Korn Ferry, Gligic a navigué pendant plus d'une dizaine d'années au travers des différents circuits satellites. L'acharnement a fini par payer pour le golfeur maintenant âgé de 30 ans. Yeah, it's just been a long journey, and it's been a rocky road, ups and downs, and the Mackenzie Tour is a great tour, and I give a lot of credit to them for developing me into the player I am. But after my maybe 8th or 9th season out there, I was ready to move on, whether it be to the Korn Ferry Tour or maybe into the working world. And I never really wanted to get a job or a real job, so I kind of gave it 1 or 2 more years, and fortunately moved up to the Korn Ferry, and happened to only need 1 year to get to the PGA Tour. So now we just got to keep working hard, and hopefully we can stay out on the PGA Tour. Because at some point you guessed yourself? Yeah. In that process? Yeah, I mean it's tough going. My family never had a lot of money. I didn't. Some guys have tons and tons of sponsorship help. I was fortunate that I had a little bit, but just enough to cover the basics pretty much. And you're not making money on the Mackenzie Tour. You're lucky to break even. 90% of the guys are losing money. So how's your relation with the other Canadians on tour? Pretty good. I've been fortunate to have good friendship with most of them growing up, and have been able to pick their brains a little bit. And, Nick and Mac and Corey, they've all been out there for a couple years, and they're around my age. And I've picked David Hearn's brain a little bit too, who's been out there for many years. And anytime you can take some advice from guys who have been planning all these events, it's pretty beneficial, and I'm pretty thankful for them. You have goals for 2020 for the remainder of the season, or you stick to the process and try to keep low-key? I'm not a big goal guy. One because I just feel like you can't really control the outcomes and stuff. Obviously I'd love to go and win, but I could play great and finish 5th, and that would be a pretty successful week. I could go play, I wouldn't say mediocre, but maybe not as good as that week and win. The week that I played in Panama was probably not the best week I played on the Korn Ferry Tour all year. The result might show that, but I personally might have felt, another week my game was a little bit sharper, and golf's kind of weird that way, and you can't really control what other people do too. If I run into a
hot Tiger Woods or Rory McIlroy. There's nothing I can do about that. So I don't really set too many goals like that. I just, want to set more personal goals on trying to get better kind of each day and go from there. I know the results will just kind of work itself out. Once again, Michael, congrats for your PGA Tour card. Best of luck for this year. Yeah, thank you very much. C'est l'heure de la question quiz et cette semaine, Jean-Sébastien, c'est déjà la dernière question quiz de la saison. On aborde la Coupe Ryder. 2020 est une année de Coupe Ryder, le tournoi qui aura lieu à la fin du mois de septembre du côté du club de golf Whistling Straits au Michigan. Oui, c'est la 43e édition de cette fameuse compétition par équipe qui a vu le jour en 1927. Il faut se rappeler à l'époque, Émilie, que la compétition, c'était en 2 pays seulement, les États-Unis contre l'Angleterre. Par la suite, on a ouvert la porte à l'Europe, question d'offrir une meilleure opposition aux Américains. Alors voici la question. En quelle année l'équipe de la Grande-Bretagne a-t-elle décidé de s'ouvrir au continent européen pour la Coupe Ryder? A. 1969, B. 1973 ou C. 1979? La réponse après la pause. Avant la pause, on vous demandait en quelle année l'équipe de la Grande-Bretagne a-t-elle décidé de s'ouvrir au continent européen pour la Coupe Ryder? La réponse est C, 1979. Dès 1973, on a permis aux golfeurs irlandais de participer à la compétition, mais c'est officiellement en 1979 qu'on a véritablement créé une force européenne. Et à cette époque, la Grande-Bretagne, qui n'avait accumulé que 3 victoires depuis la création de cette compétition, contrairement aux Américains qui, eux, en avaient cumulé 18. Oui, et même si les Américains ont remporté les 3 éditions suivantes au début des années 80, disons que c'est une décision favorable aux Européens puisqu'ils ont remporté 9 des 12 derniers duels. Now on the tee for the United States, for the international team. La rumeur à propos d'un futur site canadien en vue de la Coupe des présidents circulait depuis quelque temps et elle fut confirmée récemment par le commissaire du circuit PGA Tour, Jay Monahan. Le tout s'est fait à saveur 2020, alors que la conférence de presse animée par votre hôte, Michel Lacroix, s'est déroulée en direct par l'entremise de webinaires vidéo. Today, it is my great pleasure and honor to announce that the 15th Players Cup to the Royal Montreal Golf Club in 2024. Our thanks go out to the leadership and membership. It served as a memorable venue in 2007 for the President and has been a fitting test for the PGA through the years. La 15e édition de la Coupe des présidents se tiendra au mois de septembre 2024. Originalement, les plans étaient de recevoir les meilleurs joueurs au monde en 2023, à l'occasion du 150e anniversaire du Club de golf Royal Montréal, le plus vieux parcours en Amérique du Nord d'ailleurs. Cependant, la pandémie de la COVID-19 a eu son mot à dire dans l'échéancier. Malgré ce délai, l'opportunité de pouvoir jouer devant les siens reste tout aussi grande pour nos golfeurs canadiens. Seul Mike Weir a vécu une telle expérience. Pour les autres, l'honneur serait plus grand que nature. I guess getting there kind of exceeded my expectations with, the great job Royal Montreal did, the province of Quebec. They just did such a fantastic job, and the turnout and the crowds were huge and very into it. They were that's what I remember. They were really trying to get the international side going. We got off to a slow start, and they really tried to get behind us. So that's what I really remember about 2007, and I expect 24 will be the same. I feel like it would be the most nervous, anxious, excited, basically every emotion that you could think of that we, playing, like Graham said, when we get to play the Canadian Open back home, the one chance in front of Canadian fans, I know, there's a little bit added pressure, a little bit more anxiousness, wanting to play well in front of them. Obviously, we have some of the best fans across the world. Le visage de l'équipe internationale risque d'être bien différent de celui que l'on a vu en 2007. En fait, l'âge moyen des deux équipes était de plus de 34 ans. En tenant compte que les 25 ans et moins dominent de plus en plus l'échiquier mondial actuel, les amateurs ne seront assurément pas déçus de la compétition qui prendra place dans un peu moins de 4 ans. Et qui sait, avec peut-être plus d'un golfeur canadien à célébrer.
Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. C'est le moment de la chronique équipement, Sylvain. C'est déjà la dernière de la saison. On parle de souliers. Il y a évidemment beaucoup de nouveautés. On a les semelles classiques avec les crampons interchangeables, mais aussi on a des semelles à crampons fixes qui deviennent de plus en plus populaires. Oui, puis les semelles fixes maintenant sont très, très confortables et très stables. Donc, on a le meilleur des deux mondes. Oui, et les technologies, évidemment, c'est pas juste dans les bâtons, c'est également pour vos pieds. Justement, on commence avec un modèle qui fait tourner des têtes. Écoute, le nouveau Adidas, le Code Chaos, un nouveau style très, très différent, mais vraiment performant. On a plusieurs choix de couleurs, autant chez l'homme que chez la femme. Garantie d'imperméabilité de 2 ans, même si quand on touche le soulier, ça paraît même pas. Oui, on a une texture qui est unique sur le dessus, là. C'est un caoutchouc tressé qui est flexible, léger et vraiment résistant. Donc, belle preuve de confort. Si l'on regarde la semelle du soulier, on a des crampons bien différents, là. On a un design unique parce que les ingénieurs ont analysé des centaines d'élans de golfeurs et golfeuses professionnels juste pour comprendre la force qui est générée au sol durant l'élan de golf. Résultat, on obtient la semelle du Code Chaos. Autre technologie que l'on connaît déjà au niveau de la semelle intermédiaire. La technologie Boost, qui est une mousse réactive. Plus vous appuyez sur le sol et plus elle veut reprendre sa forme rapidement. On a de la performance et du confort. Maintenant, du côté de FootJoy, on a la plus récente version des souliers Pro SL. Oui, un soulier porté par plusieurs joueurs de la PGA. Les ingénieurs ont fait des légères modifications. On a une semelle que l'on appelle Infinity, qui est 11 % plus large au niveau du talon, donc plus de stabilité. On a aussi un système qu'ils appellent Power Harness, qui est situé de chaque côté des lacets pour vraiment soutenir votre pied durant l'élan et la marche. C'est un modèle qui est également disponible du côté des femmes. Si vous aimez avoir un peu plus de soutien, FootJoy offre une version plus rigide. Oui, le Pro SL Carbone. Une mince semelle en fil de carbone a été insérée entre la semelle intermédiaire et les crampons. Ça donne plus de structure aux souliers, mais aussi plus de réactivité durant l'élan. Votre choix va vraiment dépendre de vos préférences là, dans vos souliers en termes de rigidité, évidemment. Maintenant, du côté de Puma, on a le Ignite Power Adapt Cage. Oui, c'est un autre modèle qui a été peaufiné comparativement à celui de l'année dernière. La portion centrale a été renforcée de chaque côté pour offrir plus de soutien à votre pied. On a gardé la même technologie au niveau de la semelle. Les crampons sont reliés à la semelle intermédiaire, ce qui fait en sorte que chaque crampon peut bouger et pivoter indépendamment les uns des autres. Comme son nom l'indique, le soulier s'adapte selon votre mouvement et les dénivellations du parcours. Ce modèle est offert chez l'homme seulement. Pour la femme, du côté de Puma, on a plusieurs options. Oui, un des modèles à crampons fixes qui est offert, c'est le Ignite NXT Soul Lace. On a un système qui fait en sorte que le point d'appui des lacets sont au niveau de la semelle. Ça stabilise encore plus vos pieds. Pour vous, mesdames, c'est une question de style, légèreté. On a plusieurs modèles qui vont donner du look. Je pense au Response Bounce 2.0 chez Adidas. Du côté de FootJoy, vous avez le FJ Leisure et même le Laguna Fusion Sport chez Puma. Vous allez pouvoir être confortable et stylisé encore une fois cette saison. Sylvain, c'est déjà la fin des chroniques équipements fort intéressantes. Grâce à toi, merci beaucoup. Bien, merci à ton équipe et à toi, Jean-Sébastien. On se revoit l'année prochaine. Oui, moi aussi, je vous remercie d'avoir été là et surtout, continuez à suivre les règles. 2 mètres de distanciation et on ne touche pas au drapeau. Bonne fin d'été, tout le monde. Ce conseil de golf est une présentation de Ping. Alors, le conseil cette semaine sera pour le putting d'avoir le même tempo, peu importe la longueur de vos coups roulés. Alors, vous allez peut-être être surpris, mais effectivement, c'est exactement le même tempo, soit du 2 pour 1, que ce soit un roulé de 3 pieds, de 10 pieds ou de 50 pieds. Alors, peu importe la longueur de vos roulés, c'est du 2 pour 1. Alors, quelle est la différence entre le tempo et le rythme? Rapidement, ce que je cherche aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que notre tempo est mesuré un peu en vitesse. Lors de la seconde très importante du coup roulé, pendant les 1,0 secondes, vous reculez pendant 0,66 secondes, vous avancez pendant les 0,33 secondes. Total de l'élan complet est 1 seconde, mais ce sera toujours le même ratio. Seule la distance dans votre élan arrière variera, qui vous permettra d'aller plus vite, mais toujours un total de 1 seconde pour le mouvement complet. La raison numéro 1 de vos insuccès, surtout sur les roulés un peu plus longs, c'est votre manque de constance sur la longueur du mouvement arrière et, par conséquent, aussi la vitesse vers l'avant. Pour cet exercice, il existe plusieurs outils pédagogiques. Dans ce cas-ci, j'utilise le Blast pour me permettre de vraiment comprendre mon ratio de 2 pour 1. Alors, le conseil cette semaine, c'est de bien comprendre comment associer la longueur du mouvement arrière pour qu'il soit toujours constant, pour toujours être capable d'accélérer à travers la zone vers l'avant pour un impact solide à tout coup.
Alors, j'ai placé des tees aujourd'hui pour vous faire comprendre que je vais faire des roulés de 6, de 12 et de 24 pieds. Je vais varier de quelques pouces seulement la longueur de mon mouvement arrière et vous allez voir que le mouvement avant sera toujours accéléré dans un ratio de 2 pour 1, soit 0,66 secondes et 0,33 secondes vers l'avant. Alors, j'ai placé le premier tee à 6 pouces derrière, donc je recule de 6 pouces, j'accélère, je vais faire 6 pieds. Je recommence. Pour une bonne pratique, concentrez-vous sur la même distance derrière et bien accélérer. Ensuite, on y va à 12 pieds. Et à 12 pieds, on va y aller à 8 pouces et demi derrière. Toujours accélération. Alors, vous commencez à comprendre que plus je vais loin derrière, je vais aller un peu plus vite de chaque côté, mais ce sera toujours 0,66 à 0,33. Et enfin, la distance de 24 pieds sera toujours un ratio 2 pour 1. Mais là, j'irai encore plus loin derrière. Et voilà un dernier 24 pieds. Alors, vous commencez à comprendre que le 2 pour 1 est toujours là. Seules les variantes changent. Justement, avec le Blast, c'est un outil 3 en 1. C'est une règle pour mesurer la bonne distance du mouvement arrière. C'est un odomètre pour m'assurer de bien accélérer à travers le mouvement. Et c'est un chronomètre pour, comme j'en parlais au début, m'assurer que je maintiens ma 1 seconde de mouvement complet, soit 0,66 secondes et 0,33 vers l'avant. Alors, vous voyez que peu importe la distance, le ratio est toujours du 2 pour 1. Alors, vous allez comprendre qu'à pratiquer ceci, à pratiquer la bonne distance vers le mouvement arrière, la bonne accélération, votre jugement de force s'améliorera de beaucoup et les triples roulés selon de l'histoire. Il est certain que les effets de la COVID-19 ont été dévastateurs pour beaucoup de secteurs économiques. Par chance, le golf a été l'une des premières activités à reprendre du service durant la pandémie. L'achalandage le prouve, le golf est sur une lancée. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à travers la COVID. La COVID nous a forcés à se régénérer, se redécouvrir. On n'a pas eu le choix que de prendre des avenues qu'on n'aurait jamais imaginées parce que ça nous a été obligé. Maintenant, il faut sortir le meilleur de ça. Donc oui, c'est une opportunité pour nous d'opérer d'une façon différente. Moi, c'est que je vieillis, puis je trouve la petite pine qu'ils ont mis dans le fond de la coupe pour relever la balle, je trouve ça merveilleux. T'as pas besoin de te pencher, puis la balle, elle sort automatiquement. Non, je pense que faut faire attention. Je pense qu'avec les années, il faut apprendre à vivre avec le COVID parce qu'on va l'avoir à jamais. Au niveau de sanitaire, c'est sûr qu'il faut se laver les mains. Il faut continuer je pense pour un bout, quelques années, la distanciation. Moi, je respecte ça beaucoup. Alors, il faut faire attention, mais je pense qu'il n'y a pas de danger. Puis on est privilégié parce que c'est le sport. Je pense que c'est très facile de respecter toutes les règles du jeu au niveau du COVID. Ce qui est positif de la COVID, c'est vraiment la participation. Nous, à Laval, on a un nombre de rondes records là, pour la fin mai, le mois de juin. Et je suis pas mal sûr que ça va être la même chose pour le mois de juillet. Et les propriétaires de parcours publics, par exemple, aussi, je crois qu'ils ont un nombre de rondes records. Les gens, soit qu'ils découvrent le golf parce qu'il n'y a pas d'autres activités à faire, ou les gens qui jouaient déjà quelques fois par année, bien, s'y adonnent un petit peu plus souvent, là, justement, parce qu'il n'y a pas d'autres activités à faire. Donc, je pense que le golf va en sortir très gagnant. Dans toute situation négative comme ça, on veut essayer de ressortir le positif. Pour le golf, je crois que beaucoup de Québécois ont réalisé que l'activité de golf est une superbe activité. Sortir dehors, c'est un sport individuel. Maintenir la distanciation sociale
est très facile. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux adeptes du golf. Fait que le point positif, c'est qu'on a pu transmettre la beauté de notre sport à plein de nouveaux golfeurs. Et puis, ça augure bien pour les prochaines années pour le golf. Bien, on a vu ça dans plusieurs clubs de golf. Là, nous, dans la région de Québec, je pense que c'est partout dans la province. Là. On a eu une effervescence quand même du jeu. Là. Beaucoup de gens, des jeunes surtout, 25-40, qui ont repris le golf et qui jouaient junior. Puis là, il n'y a pas de ligue de balle, il n'y a pas de ligue de deck hockey. Donc, ils sont revenus au golf. Beaucoup de gens qui devaient voyager, qui devaient faire des voyages de vélo et tout ça, qui sont restés ici, donc qui jouent plus au golf. Donc, je pense que ça a été positif pour notre industrie. On a parti un peu tard. On devrait avoir une bonne continuité l'an prochain. Absolument. On voit présentement que les gens ont plus de temps. Je pense que les gens apprennent à vivre avec du temps. Fait qu'on le voit dans nos clubs de golf. On a plus de rondes de golf. On a vu que des lave-balles, des râteaux, d'enlever le drapeau, remettre le drapeau, pour le temps de jeu, c'est positif. On rentre plus de monde. C'était quelque chose de négatif, le temps de jeu, souvent qu'on entendait dans nos clubs de golf. Puis cette année, c'est pas le cas. On a des rondes, puis ça joue en un temps respectable, même en fin de journée. Fait que non, il y a des choses positives à sortir de ce qu'on vit présentement. Là. Quels seront les effets positifs de la COVID-19 à court et moyen terme? Le temps de jeu est assurément un bon élément. Ne pas avoir à toucher au fanion ou à ratisser les fosses de sable sont deux éléments qui aident. Est-ce que ces nouvelles façons de faire seront maintenues à long terme? Question d'augmenter la popularité de notre sport? Le débat est lancé. Jean-Sébastien Légaré pour au 19e. Bien, c'est là-dessus, mesdames, messieurs, que se termine non pas l'émission, mais la saison. Au 19e, une 9e saison en votre compagnie, avec vraiment des invités de marque, encore une fois cette année, Jason Duffner, Ricky Fowler, on a eu droit à Bernard Langer, Greg Norman, encore sa visite annuelle, Céleste Dao. C'était vraiment un rendez-vous de choix. De ton côté, Émilie, coup de cœur pour la saison? Eh bien, je ne peux passer sous silence mon passage au PGA Show. C'était mon initiation, alors j'ai vraiment découvert le Disney World des golfeurs. C'était magnifique. De ton côté, Jean-Sébastien? Coup de cœur, évidemment, pour Céleste Dao lorsqu'on s'est déplacé à l'Université de la Georgie, en Georgie. C'est tout simplement magnifique. Et puis, chapeau à sa carrière universitaire qui ne fait que commencer. Jean-Sébastien, merci, mesdames, messieurs. On vous souhaite une bonne fin de saison de golf, entendons-nous, et on se retrouve l'an prochain pour une 10e saison de l'émission 19e, là où, évidemment, on entend toujours les meilleures histoires de golf. Au revoir tout le monde. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et au 19e.ca, la référence web du golf au Québec.